Merci Félicité. Avec nos invités, je les salue. Évidemment, meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore vus. Bonjour. Meilleurs vœux également à vous aussi. Denis Jacob, bonjour. Bonjour Sonia. Vous êtes le secrétaire général Alternative Police. Merci d'être là pour parler de justice et donc de police. Et bien évidemment avec Noémie Schulz. Bonjour à vous Noémie, notre spécialiste police-justice de CNews. Mais tout d'abord, ce sujet, la clochardisation de la justice française. Alors le mot, le qualificatif que j'emploie n'est pas de moi. Il a déjà été utilisé par des ministres de la Justice, y compris par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Manque de moyens, administration sous l'eau, délai inacceptable et au final, vous allez le voir, des victimes souvent reléguées au second plan. C'est le cas, je voudrais d'abord vous soumettre ce reportage de Marie-Lorraine. Marie-Lorraine a été la cible d'une violente agression à son domicile en 2019. Cette femme est malheureusement atteinte d'une maladie dégénérative. Elle craint de disparaître, de mourir avant que ses agresseurs ne soient punis, puisque le procès est prévu pour 2025. Vous voyez ce reportage de Mickaël Chailloux. 12 juillet 2019, à 3h du matin, 4 hommes pénètrent par le balcon dans cet appartement d'Angers. Ils séquestrent et violentent Marie-Lorraine pour lui soutirer des bijoux. Elle est atteinte d'une maladie dégénérative, mais elle réussit à faire fuir ses tortionnaires qui seront vite identifiés grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Leur procès doit se tenir le 21 janvier 2025, près de 6 ans après les faits. J'ai subi une agression très violente et je subis une deuxième agression du système judiciaire français actuellement. Est-ce que je serai encore vivante à la prochaine audience? Si l'instruction était close dès 2020, l'affaire a été renvoyée à 4 reprises, notamment pour des questions d'embouteillage du système judiciaire. Sans procès, Marie-Lorraine ne peut pas tourner la page. Moi, je veux vraiment voir ces personnes, entendre au moins leurs excuses. C'est une prison à ciel ouvert parce que je me sens punie par le système judiciaire. C'est une punition à laquelle, franchement, je crois que je n'y ai pas le droit. 49 conciliations, c'est le nom du groupe qu'elle a lancé sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages de victimes comme elle, prisonnières d'un système judiciaire en souffrance. Plus rapidement. Denis Jacob, c'est intéressant d'avoir votre avis parce que on parle beaucoup, mais moi je pense qu'on ne peut pas parler de justice sans parler de police, ni parler de police sans parler de justice. C'est impossible. Je ne vais pas me réjouir de ce qu'on annonce aujourd'hui, mais si ça peut permettre d'améliorer le travail des policiers en mettant en avant la clochardisation de la justice, c'est une bonne chose parce que ce que l'on constate aujourd'hui, c'est ce que nous dénonçons depuis une décennie dans la police nationale, c'est la lourdeur de la procédure. Aujourd'hui, on a une procédure pénale qui est très lourde. Alors, qui peut répondre? Le législateur. Que le législateur commence déjà par dépoussiérer la procédure pénale, la simplifier dans la mise en application. Oui, et c'est ce que les policiers vivent au quotidien. Et là, l'exemple de cette dame, ce malheureux exemple, met en avant tout ce que l'on vit, nous, policiers, sur le terrain au quotidien. C'est-à-dire qu'on va interpeller des individus, mais parce qu'il y a des mois et des mois d'attente pour le procès, on va lui remettre une convocation en justice, il sera convoqué dans des mois, il va être remis en liberté et on va le retrouver le lendemain au même endroit où on l'a interpellé. C'est ça le quotidien des policiers. Et donc, si en mettant en avant la difficulté de la justice aujourd'hui, on peut régler aussi les problèmes de la police, enfin, ce sera une bonne chose. Alors moi, je ne vais pas opposer les deux. On est dans la même chaîne pénale, on a besoin des uns et des autres pour neutraliser ces individus, et notamment par une réponse pénale ferme. Et je le réitère et je l'affirme, il faut une fermeté dans la réponse pénale. Mais il faut que la justice ait les moyens. Alors, certes, le budget a augmenté, monsieur le disait, de 60%, mais il faut rattraper 30 ans de retard, comme pour la police. Et donc, c'est vrai que ça coûte très cher, mais ça prendra encore des années avant que la justice, comme la police, soit mis à niveau sur tous les domaines pour qu'elle puisse être efficace pour rendre un service public de qualité à la population. On va continuer à en parler. Vous dites pour rendre un service public de qualité, pour rendre un service public, je veux dire, à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un service public dans notre pays. Mais on a le devoir d'avoir un service public de qualité, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. On continue à en parler. Le rappel des titres avec vous, Félicité. Noémie Schulz, on a besoin des faits et de votre explication. À Nancy, un meurtrier condamné en première instance, remis en liberté pour des délais d'audiencement trop longs.
Oui, Trop long. parce que dans cette affaire, c'est un homme qui a été condamné en novembre 2022 à 18 ans de prison pour le meurtre de son cousin par alliance. Il avait fait appel de cette condamnation, c'est un droit en France, toute personne condamnée peut faire appel. Et à l'issue, il avait été maintenu en détention provisoire. Mais les faits remontaient à 2018 et donc on est arrivé au bout des 4 années de détention provisoire en matière criminelle. Vous ne pouvez pas maintenir quelqu'un plus de 4 ans en détention provisoire. On le dit là, c'est la loi qui le dit, encore une fois, ce ne sont pas les juges, c'est la loi. La France peut être condamnée pour des délais trop longs de détention provisoire. Et donc, en attente du procès en appel, eh bien, il a été remis en liberté. Alors, il est soumis à un strict contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il a interdiction d'entrer au contact de la famille de la victime, il a interdiction de se rendre à Sarreguemines où sont produits les faits, il doit pointer une fois par semaine à la gendarmerie. C'est-à-dire le minimum syndical. Il n'est pas laissé complètement dans la nature. Mais évidemment, pour la famille de la victime, c'est insupportable, l'idée de pouvoir éventuellement le recroiser, de se dire qu'il va peut-être les menacer, qu'il risque peut-être de prendre la fuite. Mais effectivement, ce que ça ne veut pas dire, en revanche, c'est que la peine s'arrête là pour lui. Il a été condamné à 18 ans de prison, il a fait 4 ans, il y aura un procès en appel et il sera très vraisemblablement condamné à nouveau, puisque je crois que les faits sont établis matériellement, et donc il repartira. Mais effectivement, il y a ce laps de temps pendant lequel il aura retrouvé la liberté pendant quelques mois. Merci Anomi, parce que les faits, c'est important de montrer que parce qu'on arrive au bout d'une procédure et que ce n'est pas parce que pour le laxisme d'un... Mais ce n'est plus audible. Et non, c'est Ce sentiment n'est plus d'impunité pour les pour ceux qui victimes. nous regardent et nous écoutent. C'est un sentiment d'impunité pour les victimes, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un agresseur, un criminel. Mais oui. Et certes, il est soumis à des contrôles stricts, mais rien ne va l'empêcher, malgré tout, de l'enfreindre, ce contrôle strict. Ah, mais malheureusement, on a connu des cas où... Et d'aller commettre un nouvel acte. Donc, pour les victimes, c'est incompréhensible que l'on puisse considérer qu'un criminel soit dehors aujourd'hui pour une question de durée trop longue de détention provisoire. Et je me répète, c'est au législateur de se saisir de tout cela et de revoir... Combien de lois? Mais combien? Mais je vous assure, mais dans chaque domaine, oui, mais nous en sommes à des quarantaines de lois dans certains... S'il faut faire évoluer le dispositif législatif pour être plus ferme et rendre à la victime ce qu'on doit lui rendre, c'est-à-dire une justice, eh bien, il faut légiférer. Vous savez, on a revu, c'est un autre sujet, peut-être qu'on en parlera, mais la délinquance des mineurs. On a revu l'ordonnance de 45, 70 ans après, en 2019, puis avec une loi en 2021 pour une plus grande fermeté. Et on se rend compte que la délinquance des mineurs, elle est toujours réelle, elle est toujours là, et qu'en termes de justice, les mesures ne sont pas encore prises suffisamment fermes pour y mettre un terme. Donc s'il faut que le législateur fasse à nouveau des lois je suis pas sûre qu'il faille une loi pour rallonger la durée de détention provisoire. Je pense ce qu'il faudrait, c'est qu'il aurait fallu que le premier procès se déroule plus tôt. Ça peut être une solution aussi, on ne peut pas l'écarter comme ça d'un revers de main. Oui, mais je pense que le problème, c'est quand même qu'il se soit déroulé 4 ans avant le premier procès, et que du coup, au moment où on arrive le procès en appel, on ne puisse plus maintenir la personne en détention. Et là, vous vous rendez compte qu'on est en train de débattre d'une anomalie quand même, parce que nous sommes en train d'essayer de trouver des solutions. Elle est là et qu'on ne peut pas la régler. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de la régler. On le dit, les délais sont trop longs et la justice n'est pas en capacité de raccourcir ces délais. Donc, il faut mettre, je suis désolé de le dire, c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, mais en attendant de pouvoir améliorer la durée des délais, il faut trouver une solution. Attendez, Denis, vous avez raison, mais je vous assure, et ce n'est pas par démagogie que je le dis, ceux qui nous écoutent, bien sûr, sont en demande de fermeté, mais dans tous les domaines, n'acceptent plus. Tout à l'heure, on va écouter Gérald Darmanin, qui avait dit sur les voitures brûlées, bon, il s'est félicité qu'il y en a... Mais en fait, ce n'est plus audible. Parce qu'une voiture brûlée, c'est une voiture brûlée de trop. Et que accepter ce quota, vous le savez mieux que moi, ce quota ou de violence ou de délai trop long, etc., dont on est en train de débattre, pour beaucoup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le débat de traiter les conséquences et pas les causes. Que ce soit pour la justice ou que ce soit pour la police. Alors, traiter les causes, oui, il le faut. Les conséquences, il le faut, parce qu'il faut une réponse immédiate. La population attend une réponse forte de la police et de la justice, donc il faut une réponse immédiate. Mais la réponse immédiate des conséquences doit s'accompagner aussi de mesures pour traiter les conséquences. C'est pas une priorité. Souvent, on aborde la justice sous l'aune de décisions de magistrats qui, parfois, je ne le dis pas pour l'ensemble des magistrats, mais parfois nous interrogent, mais il y a aussi le manque de moyens. Et c'est très important pour ceux qui ont eu affaire à la justice, même pour des petites affaires, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on rentre dans un palais, par exemple, je dis, c'est pas possible. C'est pas à la hauteur, je dis, de la France, c'est notre pays, ça fait mal au cœur. Merci pour vos lumières, chère Noémie. On va continuer à évoquer beaucoup de sujets.
Taha Bouafs, condamné définitivement, vous avez vu comment il a réagi? Vraiment, c'est un concentré. Ouais. Scandaleux, il n'y a pas d'autre mot, c'est scandaleux. Votre collègue Linda Kebab, concentré de... Il a été présenté par l'extrême gauche comme étant journaliste indépendant. C'est surtout un militant. Taha Bouafs avait qualifié la policière et syndicaliste Linda Kebab, je cite, d'arabe de service. Il a été définitivement condamné. Alors, je voudrais qu'on voit tout d'abord, c'est tout à fait normal, la réaction de celle à qui la justice a donné raison, autrement dit Linda Kebab. Voici sa réaction sur les réseaux sociaux. La Cour de cassation, dit-elle, a rejeté le pourvoi de Taha Bouafs. Il est ad vitam condamné pour un jeu raciste. Durant les audiences, il a enchaîné mensonge sur mensonge pour couvrir son ignominie, mensonge que seuls ces idolâtres gobent. Les juges, eux, n'ont pas été convaincus. Et à présent, regardez la réaction de Taha Bouafs. Regardez, on va la voir s'afficher. Mais Linda, déjà le tutoiement. Ta propre famille est d'accord avec moi et a honte de tes propos. Tu vis dans ta bulle de policier facho. Tu n'es même plus en contact avec la réalité, ma pauvre. Je m'en conne de ce que pense une poignée de juges blancs et bourgeois qui n'ont jamais connu le racisme de leur vie et qui ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Moi, je sais d'où je viens, je sais pourquoi je me bats. Toi, j'en suis pas sûre. Et je sais que tu vas tenter de nier sur ta famille. Je peux sortir les screens si tu veux, donc menace aussi. Sinon, un mot pour la Palestine où ton syndicat te l'interdit. Ah, je sais que vous êtes très en colère, Denis Jacob. Là, c'est un concentré, je sais pas, de bassesse, de mépris. Oui. De haine aussi et de hargne. Oui, alors je tiens à le préciser à vos téléspectateurs. Je ne suis pas de la même organisation syndicale que celle de Linda Kebab. Mais quand une collègue ou un collègue est mis en cause aussi virulemment, il ne peut avoir que le soutien unanime de toute l'institution. Les propos de M. Bouafs sont complètement scandaleux, honteux. Je dirais même qu'ils sont répréhensibles au regard de ce qu'il a écrit, tant sur le fait de s'immiscer dans la vie privée de Linda Kebab, en menaçant de dévoiler des screens d'échanges potentiels avec certains membres de sa famille. Je ne vois pas en quoi ça revient mettre en cause la décision de la justice. Et là, sur le compte d'une décision de justice, il s'en prend à la justice française. Oui, les juges blancs. Il s'en prend à la justice française. Les bourgeois. Oui, alors en plus, peut-être qu'il essaye de rebondir. Ils auraient jugé autrement et les auraient trouvés formidables. Enfin, là, ce n'est pas du tout le cas. Il est bel et bien condamné pour cette phrase. Oui, et je note raciste en première instance, raciste en appel, raciste en cassation. Donc 3 fois confirmé. Donc il le sera définitivement et la justice est passée. Et ce qui me scandalise, c'est que visiblement la lutte contre le racisme serait à sens unique avec M. Bouafs. C'est-à-dire qu'il se considère comme racisé, comme victime de racisme, mais l'inverse avec lui ne serait pas possible. Et c'est ça à quoi sont confrontés au quotidien les policiers sur le terrain, dans l'exercice de leurs fonctions. C'est que dès lors qu'ils vont contrôler une personne qui fait partie des minorités, ce qu'on appelle les minorités visibles, donc des personnes d'origine maghrébine, africaine ou autre, tout de suite, on va être traité de ce qu'il a mis dans son tweet, de policiers fachos. Mais c'est purement scandaleux, et je ne sais pas ce qui peut être fait juridiquement, mais ça appartient à ma collègue Linda Kebab de décider si elle souhaite à nouveau rebondir sur ces propos-là, mais c'est scandaleux, c'est honteux, et je dirais même que ce monsieur ne devrait même plus pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Exactement. Je vais vous parler à présent, et on va le découvrir ensemble, parce qu'il vient d'être publié. Je remercie Florian Tardif, notre journaliste, d'être avec nous. Bonjour à vous, Florian. Bonjour. Alors, est-ce que c'est un rapport qui va faire du bruit? Normalement, ça devrait. Voilà. En fonction de ce contenu que vous allez nous détailler et nous mettre en avant, ça devrait. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les rapports aujourd'hui de la Cour des comptes, aussi intéressants et vraiment bien faits soient-ils, finissent souvent dans les tiroirs ou à ranger, je ne sais pas, à caser une armoire. Mais celui-ci, il contient quand même des éléments assez édifiants. C'est édifiant et en lisant ce rapport de la Cour des comptes, j'ai compris un peu plus précisément pourquoi nous avions tant de difficultés à expulser ces personnes sous le coup d'une OQTF, obligation de quitter le territoire. Premièrement, dès lors qu'une personne, et j'ai découvert ça, franchit la frontière entre l'Italie et la France, puisqu'il y a l'exemple de ce qui se passe à Menton, on se rend compte que dès à présent, il y a une première difficulté, c'est-à-dire que les services ne sont pas en capacité, par exemple, de relever l'identité précise de l'individu, de l'enregistrer, de prendre ses empreintes. La seule chose qui est demandée aujourd'hui aux policiers, et aux policiers qui font face à une demande
mais tout simplement sans commune mesure, puisque ce rapport explique, par exemple, pour reprendre l'exemple de Menton, qu'il faudrait multiplier par plus de 40 le nombre de personnes à la frontière pour pouvoir gérer l'afflux massif de migrants. La seule chose qu'on leur demande, c'est de prendre l'identité déclarée. Et comprenez bien que l'individu, qu'il soit de Tunisie, d'Algérie ou du Maroc, je cite ces 3 pays parce que principalement l'immigration en ce moment vient de ces 3 pays selon ce même rapport, ne vont pas déclarer le pays d'où ils proviennent, tout simplement parce que ça va leur permettre dans un second temps, ensuite, d'alourdir le nombre des procédures, empêchant leur expulsion. Et on peut prendre à n'importe quel moment, justement, de cette tentative d'expulser ces différents étrangers illégaux. À chaque fois, on se heurte à des problèmes administratifs, on se heurte à une mauvaise coordination des services. C'est vraiment édifiant. On se heurte, par exemple, à la manière dont sont expulsés les étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que même si on a identifié l'individu, on sait d'où il vient, on a obtenu ce fameux laissez-passer consulaire, lorsque on a toutes ces pièces-là, lorsqu'on a toutes les conditions, il y en a 1 sur 2 qui n'est pas envoyé. Pourquoi ? Par exemple, parce que la plupart des personnes qu'on envoie, on les renvoie dans leur pays via des vols commerciaux, 3/4 d'entre eux. Et là, à ce moment-là, on fait face aux compagnies aériennes qui ne veulent pas forcément prendre ces individus. Il y a des quotas, j'ai découvert ça, il y a même des quotas qui sont mis en place avec ces compagnies aériennes. Si la compagnie aérienne a décidé par an de permettre l'expulsion de 500 personnes, si on va au-delà des quotas, à ce moment-là, la compagnie aérienne dit « je n'expulse plus personne ». Ensuite, même si la compagnie aérienne est d'accord, le commandant de bord peut dire « non, je ne veux pas ». Faire entrer cet individu qui peut causer des troubles dans la cabine. Et ensuite, il peut y avoir des troubles. Et ça, d'ailleurs, les individus, et c'est très bien marqué dans ce rapport, savent très bien que s'il y a des troubles au moment où ils entrent avec les passagers, ils vont être de nouveau débarqués. Il peut refuser de monter dans l'avion. Les voyageurs peuvent s'opposer à ce que... Qu'on peut comprendre. Si vous avez quelqu'un d'extrêmement turbulent en avion... Il faut savoir que les voyageurs eux-mêmes s'opposent à ce qu'un expulsé soit dans l'avion. Il faut savoir aussi qu'il est accompagné par des policiers jusqu'à son pays d'origine. Il est menotté quand il est dans l'avion. Il est accompagné de au moins 2 policiers. Il est encadré par 2 policiers jusque sur le territoire d'origine. C'est-à-dire que les policiers prennent le vol avec eux. Alors le coût, on peut en parler parce que la note de manière générale, le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France, selon vous, je crois que j'ai donné tout à l'heure, donc 1,8 milliard. Vous allez le trouver. Oui. Qui a retenu 1,8 milliard 1,8 milliard. 1,8 milliard. Si je peux me permettre, Sonia, parce qu'on parlait du coût qui est donné donc, par le rapport de la Cour des comptes, c'est un coût exorbitant que de procéder aux expulsions, ça c'est clair, mais il faut prendre en compte aussi la volonté politique de lutter contre l'immigration. Oui. Alors, elle est bien, elle n'est pas bien, J'entends. On peut en débattre. Denis, mais dans ce coup, il y a... Non, mais je voulais parler justement des centres de rétention administratif, puisque Gérald Darmanin a annoncé sa volonté de doubler le nombre de places. Ça nécessite la construction de nouveaux centres, et ça a un coût également. Alors on pourrait parler du centre de rétention. Et puis construire, très bien, mais ensuite il faut mettre des hommes à l'intérieur. Et lorsque l'on se rend, y compris lorsqu'on lit le rapport de la Cour des comptes, on se rend compte qu'il y a un manque d'effectifs dans quasiment tous les centres de rétention administrative. C'est-à-dire qu'il y a des situations aberrantes où, dans certains CRA, à Nice, des éloignements ont été annulés par manque d'effectifs. Prenez celui de Vincennes qui a fait polémique il y a quelques jours. Exactement. Avec l'évasion. Il y a même des militants d'extrême droite. On va continuer d'en parler. Essaye de les faire sortir. On va continuer d'en parler. Mais, je ne trouve plus les mots. On marche vraiment sur la tête là, vraiment.